Salut les sapiens, vous avez peut-être déjà entendu parler du syndrome de l'essuie-glace, ou autrement appelé syndrome du tractus iliotibial. C'est un ensemble de symptômes qui frappent principalement les coureurs de fond, les cyclistes, les marcheurs rapides, les randonneurs et beaucoup d'autres personnes, et qui est vraiment très handicapant. Et comme on va le voir, cette affection située au niveau du genou a pour, on va dire, substrat anatomique un muscle et une formation un peu névrotique qui lui est associée, c'est le muscle tenseur du fascia lata. Et donc le tractus iliotibial et le fameux fascia lata. Donc dans cette vidéo, je vous propose de découvrir l'anatomie du muscle tenseur du fascia lata. Et en fin de vidéo, nous évoquerons donc un peu plus en détail ce qu'est ce fameux syndrome de l'essuie-glace. Avant de commencer, je vous rappelle que je mets à votre disposition les schémas de la vidéo, donc au format PDF. Évidemment, c'est gratuit. Il vous suffit de cliquer dans le lien dans la description, de vous inscrire à la newsletter et vous recevrez le PDF pour vous aider à réviser et à apprendre ce muscle et beaucoup d'autres. Voilà, sans plus attendre, allons découvrir ce muscle. Le muscle tenseur du fascia lata est un muscle plat et très allongé dans le sens vertical qui est situé, en tout cas pour sa partie musculaire, pour son corps musculaire, au niveau antéro-externe de la hanche. Et ce muscle sert classiquement à séparer la région inguinofémorale en avant de la région glutéale ou fessière en arrière. Il est généralement décrit un peu de manière isolée à côté des muscles pelvitrocantériens et des muscles fessiers. Mais en fait, de par son innervation commune avec les muscles petits et moyens fessiers, via le nerf glutéal supérieur, et sa participation au deltoïde fessier de Farabeuf avec la couche superficielle du muscle grand fessier, il nous semble pertinent de classer ce muscle avec le groupe des muscles glutéaux, des muscles fessiers, comme nous le verrons un peu plus en détail dans la suite de cette vidéo. C'est un muscle effectivement qui est aussi connu, notamment son tendon terminal, pour un syndrome dit de l'essuie-glace, dont nous dirons quelques mots, comme à notre habitude, à la fin de cette vidéo. De plus, dans la mesure où, comme son nom l'indique, il est tenseur du fascia lata, on ne peut pas faire l'économie de ne pas définir ce qu'est précisément le fascia lata. Évidemment, de ce côté-là, les définitions sont assez confuses et on emploie indifféremment les termes de fascia lata ou de tractus iliotibial sans distinguer l'un ou l'autre. Ce que je vous propose ici, c'est de vous donner une définition qui justement est assez simple et qui est donnée par Paturet dans son traité d'anatomie. Donc je vais commencer par représenter le tractus iliotibial sur toute sa hauteur, donc anciennement ce qu'on appelait la bandelette de Messiaen. Donc comme son nom l'indique, le tractus iliotibial ou bandelette iliotibiale de Messiaen prend son origine sur l'ilium et particulièrement au niveau du tubercule iliaque, anciennement l'éminentia glutealis, et va se diriger ensuite verticalement en bas et elle va recouvrir entre autres, donc elle a dans sa partie et dans son trajet initial, cette bandelette, ce tractus, a d'abord une convergence des fibres et ensuite arrivé en regard du grand trochanter, on a à nouveau une divergence qui va correspondre à l'insertion des muscles tenseurs du fascia lata en avant et muscles grand fessier en arrière. Et du coup, effectivement, ce nouvel épaississement vient recouvrir en totalité la partie externe du grand trochanter dont il est séparé, ce tractus, par une bourse synoviale, une bourse de glissement. Ensuite, effectivement, à nouveau, le tractus poursuit son chemin vers sa terminaison qui va se faire donc au niveau principalement donc du compartiment tibial latéral, au niveau du tubercule infracondylaire, entre autres.
Et également sur la ligne qui va rejoindre ce tubercule, anciennement le tubercule de Gerdy. Je vais l'écrire ici. À la tubérosité tibiale antérieure, située ici. Donc, voilà, je le représente de manière schématique. Voilà, la terminaison de ce tractus iliotibial. Comme ceci. On va effacer le contenu, hop, qui est venu à être dissimulé par ce fameux tractus. Et du coup, effectivement, comme on va le voir, en fait, le fascia lata va être donc l'épaississement tout d'abord de l'aponévrose fémorale. Donc, effectivement, la cuisse est entourée d'un fascia, d'une aponévrose de recouvrement, donc qui va être épaissi à sa partie latérale, fascia lata latérale. Donc, effectivement, cet épaississement de l'aponévrose fessière, qui est donc constitutive du tractus iliotibial, et également, donc participe également l'aponévrose fessière superficielle ici, qui recouvre le muscle moyen fessier, qu'on n'a pas représenté ici, mais est en fait renforcée par les terminaisons tendineuses, donc du muscle grand fessier, couche superficielle en arrière, comme nous le verrons, et du muscle tenseur du fascia lata en avant. Et du coup, l'ensemble fascia lata donc, est constitué par donc, le tractus iliotibial et l'épaississement, les épaississements en provenance donc, des muscles que je viens de nommer. Si bien qu'effectivement, à proximité du grand trochanter, effectivement, le fascia lata présente une épaisseur d'environ 3 à 4 mm. Donc, ce qui témoigne de sa solidité en tant que formation aponévrotique. Donc voilà, effectivement, déjà placé une partie des éléments qui vont être importantes pour décrire le muscle tenseur du fascia lata. Donc on va commencer par parler de l'origine, des origines de ce muscle. Donc les origines de ce muscle vont se faire sur l'os coxal et sa partie iliaque. Je vais représenter ça sur ce schéma. Donc on va avoir effectivement une insertion qui va se faire sur, ici, le versant externe de la partie toute antérieure de la crête iliaque, ainsi que sur le partie latérale de l'épine iliaque antéro-supérieure. Et cette insertion va déborder sur effectivement la fosse iliaque externe et venir du coup, les fibres vont venir s'insérer en avant de la partie toute antérieure de la ligne glutéale antérieure. Donc l'insertion du tenseur du fascia lata va être à cheval entre la zone d'insertion du muscle moyen fessier ici et muscle petit fessier juste en dessous. Et évidemment, cette insertion musculaire va également se faire sur l'aponévrose. Placer ici l'aponévrose fessière profonde ou aponévrose de recouvrement du moyen fessier, eh bien le tenseur du fascia lata va également s'insérer sur cette aponévrose fessière profonde, aponévrose de recouvrement du muscle moyen fessier. Ce qui fait effectivement que, en fait, on va avoir une lame aponévrotique d'insertion commune entre le tenseur du fascia lata, le muscle moyen fessier et le muscle petit fessier. Et du coup, effectivement, on peut ajouter à cela des fibres en provenance du muscle sartorius qui, lui, en l'occurrence, est situé donc à la partie antérieure de l'épine iliaque antéro-supérieure, ce qui fait que le tenseur du fascia lata est postérieur et externe par rapport au sartorius. Mais du coup, la constitution de cette lame aponévrotique, ou on va dire ce tendon commun partiel d'insertion du tenseur du fascia lata avec moyen et petit fessier, s'est vu attribuer plusieurs noms dans la littérature classique, notamment le
d'après Brison et Castin, on l'appelait auparavant le ligament suspenseur du grand trochanter, mais il est plus connu, cette lame aponévrotique est plus connue sous l'appellation de ligament conjoint de Günther. On va écrire ici. Voilà pour les insertions d'origine de ce muscle. Pour la terminaison, certains auteurs vont considérer qu'effectivement le muscle tenseur du fascia lata se termine sur le fascia lata. Paturet, encore lui, considère qu'effectivement un examen attentif des fibres tendineuses terminales du tendon nous permettent de suivre justement ces fibres tendineuses jusqu'à la terminaison du tractus iliotibial. Ce qui fait qu'en fait, les fibres tendineuses qui viennent renforcer le fascia lata au tiers supérieur de la cuisse se poursuivent sur toute la hauteur du tenseur du fascia lata et viennent se terminer avec donc les fibres du fascia lata et du tractus iliotibial. Donc on va considérer avec Paturet que la vraie terminaison du muscle tenseur du fascia lata se situe effectivement au niveau donc du anciennement tubercule de Gerdy, donc le tubercule infracondylaire donc du compartiment, enfin du condyle latéral tibial. Et du coup, cette insertion va se poursuivre sur la crête d'insertion qui justement va à la rencontre de la tubérosité tibiale antérieure qui, elle, est occupée par le ligament patellaire, anciennement le tendon rotulien. On peut éventuellement parler tout de suite des différentes expansions que ce tendon va donner, donc ce tractus iliotibial. Effectivement, on vient de le dire, il va se terminer ici sur le tubercule infracondylaire et se continuer ici sur la partie antéro-latérale de la face antérieure de l'épiphyse tibiale. Voilà. Et donc effectivement, on va avoir une expansion patellaire. Une partie des fibres vont venir s'insérer sur le bord latéral de la patella, en avant des ailerons rotuliens. Mais on va avoir une partie de ces fibres-là qui vont se continuer à la partie antérieure de la rotule et venir donc croiser la face antérieure de la rotule et venir se réunir avec des fibres homologues du côté opposé formées par justement une expansion aponévrotique du muscle sartorius. Voilà, comme ceci, hop. Donc on va pouvoir représenter ça. J'avais préparé une petite vue antérieure de l'appareil extenseur du genou en haut à droite pour vous montrer effectivement cette expansion. Avant cela, on vient rajouter une expansion supplémentaire qui est une expansion en direction du fascia jambier superficiel, donc le fascia crural, maintenant nouvelle nomenclature, superficielle. Voilà, comme ceci. Et évidemment, puisque le fascia lata et le tractus iliotibial sont un épaississement de l'aponévrose fémorale, effectivement, il y a des expansions en provenance du fascia lata en direction de l'aponévrose fessière qui recouvre toute la cuisse. Donc on va représenter à droite ici la terminaison. Donc je vais prendre une autre couleur, on va le prendre en bleu pour nous dissocier donc de l'appareil aponévrotique d'extension, l'appareil extenseur aponévrotique du genou. Donc ici on a le relief de la rotule, on a le vaste latéral, le vaste médial, le droit fémoral et en profondeur ici on a le vaste intermédiaire. Et ici, on a le tendon patellaire. Et du coup, comme on l'a vu, on va avoir la terminaison du
du muscle et puis du tractus iliotibial qui va se faire donc juste sur la partie latérale du condyle tibial latéral et aussi avec une expansion, un prolongement vers la tubérosité tibiale antérieure. Hein. Donc si on représente également ici en coupe la terminaison du tractus, comme ceci, voilà. On va avoir comme ceci le tractus qui se termine ici, mais qui envoie donc, comme on l'a vu, son expansion patellaire comme ceci. Et du coup, hop, l'expansion patellaire du tractus iliotibial en partie latérale va être rejoint, partie médiale, par l'expansion équivalente, je fais en orange ici, du muscle sartorius, qui va lui aller se terminer au niveau de la patte doigt. Et du coup, on s'aperçoit effectivement que les deux muscles qu'on vient d'évoquer vont du coup être certes stabilisateurs latéraux et médiaux de l'articulation du genou, stabilisateurs donc actifs, mais qu'ils vont également, de par la sangle qu'ils viennent former à la face antérieure du genou, et viennent épaissir donc l'expansion aponeurotique et l'appareil extenseur du genou, et bien effectivement ils viennent former un canage, une genouillère qui va venir renforcer donc cet appareil aponeurotique et maintenir bien sous contrainte la patella contre la trochlée fémorale. Hein. S'il y en avait besoin. Voilà pour les terminaisons plus précises de ce muscle tenseur du fascia lata. Nous allons maintenant du coup évoquer justement le corps musculaire et le trajet de ce muscle. Donc effectivement, pour nous aider, et puisque s'il va être intéressant de le représenter, on va représenter ici la couche superficielle du muscle grand fessier. Donc, je vous renvoie à la vidéo qu'on a déjà faite sur le muscle grand fessier pour connaître l'anatomie, pour revoir l'anatomie de ce muscle si besoin. Voilà. Et du coup, effectivement, on s'aperçoit que les fibres charnues du muscle se terminent effectivement en dehors du grand trochanter. Elles ne viennent pas recouvrir le grand trochanter. Elles restent à distance et donc forment une insertion à concavité antérieure, donc un angle dièdre, comme il est classique de la décrire, cette terminaison du muscle grand fessier, cette terminaison superficielle. Voilà. Comme ceci, et du coup effectivement, je vous l'ai déjà dit, on a des justement fibres tendineuses qui viennent renforcer, en s'insérant dessus, le tractus iliotibial et participer ainsi à la constitution du fascia lata, mais aussi du deltoïde fessier de Farabeuf, dont la partie antérieure est quant à elle constituée par le tenseur du fascia lata. Donc on représente ici l'aponévrose fessière superficielle, qui est l'aponévrose de recouvrement du muscle moyen fessier, qu'on ne voit pas ici, et dont justement le tractus iliotibial est ici un épaississement. Donc le fascia lata effectivement est un épaississement au niveau de la cuisse du fascia fémoral, de l'aponévrose fémorale, mais au niveau de la hanche et au niveau de la fesse, effectivement c'est un épaississement du fascia profond, qui vient en fait recouvrir.
fascia superficielle, pardon. Et ensuite, on a donc effectivement ce muscle tenseur du fascia lata, le corps musculaire, qui naît, je vais oublier de le préciser, d'une aponévrose, enfin d'une lame tendineuse, ici, et de quelques fibres charnues. Donc ici, on représente la lame tendineuse du tenseur du fascia lata, et on va pouvoir représenter le corps musculaire de ce muscle, donc qui est assez court, le corps musculaire, et dont les fibres sont orientées en bas et légèrement en arrière. Et il est, malgré tout, il occupe le tiers ou le quart supérieur de la cuisse. Et effectivement, il se termine ensuite par, à nouveau, des lames, enfin, une lame tendineuse qui vient donc, on l'a déjà dit, renforcer ce tractus iliotibial. Et donc effectivement, si on considère que le muscle ne se termine pas au niveau du fascia lata, mais se termine bien au niveau du tractus iliotibial, dans ce cas, effectivement, le muscle est composé pour un tiers ou un quart par un corps musculaire qui va ensuite on a les 2 tiers inférieurs qui vont être constitués par la tractus iliotibial. Hein, donc, je représente ainsi, voilà, les et effectivement, comme je vous l'ai déjà dit, un examen attentif, une dissection attentive d'après Paturet permet de suivre les fibres tendineuses distales du tenseur du fascia lata jusqu'à l'insertion sur le tibia, sur le compartiment latéral du tibia. Donc, maintenant qu'on a évoqué l'origine, l'interminaison et le trajet de ce muscle, on va parler de son action. Donc, on se rend compte ici qu'il, je vous l'ai dit, vient constituer ce qu'on appelle le deltoïde fessier de Farabeuf, par analogie avec le deltoïde du membre supérieur, qui a effectivement une morphologie assez proche et une fonctionnalité assez proche, à la différence qu'effectivement les parties musculaires de cet ensemble sont uniquement postérieures et antérieures. Et au milieu, on a juste une partie aponevrotique, puisque moyen fessier et petit fessier ne font pas partie de ce deltoïde fessier de Farabeuf. Et donc effectivement, il faut déjà dire un mot sur la fonctionnalité du tractus iliotibial, pour mieux comprendre le rôle du tenseur du fascia lata. Donc le tractus iliotibial est un hauband passif qui vient renforcer, entre guillemets, l'activité de hauband actif du muscle moyen fessier. Hein, on avait vu dans la vidéo consacrée au muscle moyen fessier que celui-ci était actif et important pour la stabilité latérale du bassin, notamment en appui monopodal et lors de la marche ou de la course. Eh bien, il en va de même pour ce tractus iliotibial qui a la même fonction, à ceci près que ce n'est pas un organe contractile, mais c'est une formation aponevrotique. Et du coup, effectivement, le tenseur du fascia lata, en venant entremêler ses fibres avec celles du tractus, en se contractant, vient tendre cette bandelette et effectivement vient éviter la luxation de la bandelette en arrière du grand trochanter. Hein. Et effectivement, du coup, d'où son nom de tenseur du fascia lata, c'est ce muscle qui permet le maintien de justement le tractus en regard du grand trochanter. Et je vous rappelle qu'il y a effectivement une bourse synoviale à cet endroit, qu'on peut représenter en pointillé ici. Bourse assez importante qu'on voit bien sur une coupe frontale passant par le grand trochanter, qu'on ne va pas représenter ici. Et du coup, effectivement, son action, aussi prise avec donc, le deltoïde fessier de Farabeuf, est une action principalement abductrice hein, du fémur et de la jambe, enfin du membre inférieur, sur l'ilium et sur le bassin. Hein.
Ensuite, évidemment, de par justement cette appartenance au deltoïde fessier de Farabeuf et son rôle important en lien avec le tractus iliotibial, eh bien effectivement le tenseur du fascia lata, du coup, joue un rôle essentiel dans la locomotion, enfin dans les grands mouvements de la locomotion humaine, à savoir donc la station debout et la station en appui monopodal, et aussi la marche et la course. Et si on prend le muscle indépendamment, eh bien effectivement si on isole la fonction de ce muscle, on s'aperçoit qu'il est abducteur, certes on l'a dit, mais il est aussi fléchisseur du fémur sur l'os coxal, et il est également rotateur médial du fémur. Hein. On a ça donc pour un point fixe bassin, un point fixe pelvien et un point mobile fémur, mais effectivement si on s'intéresse à son rôle, puisque c'est un muscle polyarticulaire, donc qui chevauche deux articulations, si on s'intéresse à son rôle sur le tibia, eh bien c'est admis déjà qu'il il verrouille l'extension de l'appareil extenseur du genou, donc l'extension du genou. Après, ce qui est un peu moins admis, c'est son rôle éventuel de rotateur latéral du tibia par rapport au fémur. Donc on peut éventuellement l'envisager, mais c'est quelque chose qui est admis par certains auteurs et décrié par d'autres. En tous les cas, si effectivement on se dit qu'on a affaire à un muscle polyarticulaire, on comprend qu'en fonction de la position du genou, sa fonction peut changer un peu, et on voit que sur un certain degré de flexion de la jambe sur la cuisse, effectivement l'attraction effectivement du tenseur du fascia lata peut occasionner une rotation latérale, et il peut presque être un petit peu synergique des muscles ischio-jambiers dans la flexion. Mais c'est une fonction qui n'est pas décrite, qui est sujette à caution, puisque tous les auteurs ne sont pas d'accord sur ce rôle de rotateur latéral du tibia par rapport au fémur. Voilà pour les fonctions principales du muscle tenseur du fascia lata. Nous allons maintenant dire un mot sur son innervation et sa vascularisation. Donc, comme on l'a déjà dit, effectivement, l'innervation de ce muscle se fait par le nerf glutéal supérieur, hein, qui est aussi le nerf qui commande le muscle moyen fessier et le muscle petit fessier. Et donc, effectivement, voilà, si je représente ce que je n'ai pas fait tout à l'heure, les insertions petit fessier, voilà, on peut représenter ici je représente schématiquement le moyen fessier, le petit fessier, pardon, ici. Et on ne va pas représenter le moyen fessier puisqu'il vient recouvrir le petit fessier. Mais juste pour vous montrer le passage effectivement des branches nerveuses. Donc je vous rappelle également ici qu'on a la présence de l'arcade de Buisson ici, qui elle-même délimite un canal, donc le canal glutéal, canal fessier ou canal de Buisson, qui peut lui-même être divisé en deux parties par la languette aponeurotique d'insertion du muscle moyen fessier quand elle est là. Et effectivement, on a ensuite donc ce canal qui est divisé en deux parties par où vont passer les artères et les veines et le nerf glutéal supérieur qu'on va représenter ici. Donc effectivement, qui va se diviser en deux branches, et effectivement on va avoir une innervation donc par la branche terminale de ce nerf, enfin par les dernières ramifications du nerf glutéal qui vont se terminer au niveau du muscle tenseur du fascia lata. Évidemment, d'un point de vue chirurgical, il est connu qu'il faut faire attention du coup à la présence de ces nerfs lorsque le chirurgien fait une intervention sur l'articulation coxo-fémorale, évidemment.
Et du coup, il y a des repères propres aux chirurgiens pour repérer effectivement ces nerfs et éviter de les endommager dans les chirurgies de la hanche. Ensuite, parlons de la vascularisation, principalement artérielle, avec du coup principalement une vascularisation en provenance de l'artère glutéale supérieure, sa branche profonde. Alors où est passé mon rouge? Il est là. Donc artère glutéale profonde, la supérieure et la branche profonde, puisqu'on a une branche superficielle, elle, qui va aller tapisser le muscle moyen fessier, donc dans sa portion superficielle, et le muscle grand fessier à sa face profonde. Voilà. Et on a également une artère circonflexe que je représente ici schématiquement, donc l'artère circonflexe superficielle qui va venir vasculariser le tenseur du fascia lata. Et on a aussi décrit l'artère circonflexe antérieure de l'articulation coxofémorale qui va aller rejoindre la face postérieure du muscle à son passage, à proximité justement, quand le muscle est à proximité de l'articulation coxofémorale. Et évidemment, à ce niveau-là, les veines sont satellites des artères et donc elles vont se drainer dans la veine iliaque interne, anciennement la veine hypogastrique. Pour finir, disons quelques mots sur une affection qui touche énormément de coureurs de fond et de cyclistes, entre autres, et même de randonneurs et de gens qui marchent beaucoup sur des longues distances, et qui siège au niveau du genou et qu'on appelle le syndrome de l'essuie-glace, ou qu'on appelle aussi encore le syndrome du tractus iliotibial, et qui est bien souvent une tendinalgie ou une tendinopathie de la portion toute terminale du tractus iliotibial, dont effectivement le tenseur du fascia lata participe à la constitution. Donc effectivement, ce qu'on peut dire dans un premier temps, on ne va pas faire une systématisation complète de la pathologie ici, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais on va juste mentionner qu'effectivement, dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, pourquoi on appelle ça le syndrome de l'essuie-glace. J'ai représenté ici un genou effectivement avec deux positions, une position en flexion un peu à quasiment 90 degrés et une position de flexion intermédiaire qui va vers l'extension. Et effectivement, dans les activités de course ou de marche active ou de cyclisme, effectivement, on a des mouvements répétés de flexion-extension sur une faible amplitude en général de l'articulation du genou, entre autres choses. Il y a la même chose au niveau de la hanche. Et effectivement, ce qui se passe, c'est que effectivement, on a un balancement, entre les positions de flexion et d'extension, en fait, le tractus iliotibial vient glisser sur justement les reliefs osseux en présence, et notamment l'épicondyle latéral de l'épiphyse inférieure du fémur. Et du coup, ça donne effectivement cette image d'un essuie-glace, des mouvements répétés, donc plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de fois en fonction des sorties du sportif. Et évidemment, cette disposition, cette configuration est prévue, entre guillemets, ne pose pas de problème. C'est-à-dire que le tractus iliotibial, quand tout va bien, il ne subit pas les contraintes, il est adapté aux contraintes mécaniques répétées de la zone. C'est-à-dire que la disposition normale du tractus iliotibial est adaptée aux contraintes mécaniques de la course à pied ou même du cyclisme. Et puisque si vraiment c'était ce problème, si c'était vraiment le passage du tubercule, du tractus iliotibial sur les reliefs osseux de la partie latérale du fémur qui était la raison du problème, tous les cyclistes qui rouleraient au-delà d'une certaine distance, tous les coureurs qui courraient au-delà d'une certaine distance, présenteraient une douleur, et puis logiquement une douleur bilatérale, des deux tractus iliotibial. Mais il n'en est rien. Il n'en est rien, nous sommes adaptés à ces mouvements, à ces efforts, et du coup, effectivement, si
le tractus commence à devenir douloureux chez certains athlètes ou chez certains sportifs, eh bien c'est pour des raisons autres. Ce n'est pas juste l'action physiologique de flexion-extension du genou qui est responsable des douleurs. On est là face à justement des paramètres nouveaux, anormaux entre guillemets, qui viennent changer soit l'axe éventuellement du tractus iliotibial, soit sa sensibilité. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas là pour faire une systématisation de la pathologie exhaustive, mais on peut mentionner par exemple effectivement les séquelles d'une chirurgie, par exemple. Ça arrive de temps en temps qu'après une chirurgie, eh bien effectivement, on ait la présence d'ostéophyite ou de déformation osseuse, d'un cal osseux, contre lequel le tractus va venir frotter. Et là, on va être sur des contraintes qui vont être imprévues par, justement, inadaptées pour le tendon, excessives. Et vont potentiellement pouvoir conduire à une inflammation du tractus, ou en tout cas à un phénomène douloureux sur le tractus iliotibial. Et on a éventuellement d'autres possibilités. Éventuellement, on peut suggérer un surentraînement, on peut également suggérer l'utilisation de matériel technique ou de pratiques sur des terrains anormalement durs ou autres, comme ça arrive parfois, même si en général ça touche plutôt la partie basse du tibia. Mais toujours est-il que ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, si on a une douleur sur le tractus iliotibial, ce n'est pas juste à cause de la configuration normale de l'articulation et son utilisation normale. Donc effectivement, il y a des facteurs supplémentaires qui viennent perturber le fonctionnement de balancement d'essuie-glace du tenseur du fascia lata, de son tractus, et conduisent petit à petit à un phénomène douloureux et inflammatoire, avec les manifestations cliniques qui sont souvent associées. Donc à savoir ici, si on est sur de la tendinopathie ou de la tendinalgie, eh bien on a affaire ici à des douleurs qui sont plutôt liées à la pratique de l'effort et qui vont survenir après un certain temps d'effort ou au bout d'un certain temps d'effort ou après l'effort en question. C'est-à-dire que la douleur peut apparaître à la fin de la session de course et ensuite cette douleur va perdurer pendant quelques heures ou quelques jours en fonction de la gravité de l'atteinte. Ou alors ça sera au bout d'un certain nombre de kilomètres, c'est-à-dire qu'il y a des malades qui décrivent effectivement une douleur qui va survenir toujours au bout de 30 minutes de course ou au bout de tel kilomètre ou en fonction de s'il court en pente ou s'il court en descente, etc. etc. Donc voilà, c'était juste comme d'habitude, comme à notre habitude, un petit lien avec quelques éléments cliniques et pathologiques pour justement apprendre l'anatomie de manière intégrée et intelligente et transdisciplinaire. Et du coup, effectivement, je vous remercie de votre attention et je vous rappelle une fois de plus que je mets à votre disposition des ressources pédagogiques et des mini-formations pour améliorer votre méthode de travail, notamment dans l'apprentissage de l'anatomie, de la physiologie, de la pathologie. Et tout ceci est disponible via un lien dans la description de la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur ce lien, de vous abonner à la newsletter et vous recevrez un accès vers les ressources pédagogiques que je mets en place pour vous aider, donc gratuitement, à améliorer votre méthode de travail dans le but évidemment de réussir votre cursus médical ou paramédical et être un excellent professionnel de santé. C'est tout ce que je vous souhaite. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!